Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous ici en présentiel et également merci à vous de vous joindre à nous en digital. C'est de circonstance puisqu'on est aujourd'hui là pour parler du management hybride. Pour le déroulé de cette conférence, nous utilisons, je ne sais pas si on va afficher le QR code, l'outil Slido qui va vous permettre tout au long de cette conférence de nous poser vos questions. On prendra un temps à la fin pour y répondre. On va aussi en profiter pour nous vous poser des petites questions et avant même de commencer, puisqu'on voulait prendre un petit peu le pouls de cette salle et de vous professionnels, on voulait vous poser la question de savoir quelle politique de télétravail avez-vous déployée dans votre entreprise. Donc normalement, vous pouvez aller directement sur l'application pour répondre. C'est un petit sondage et on fera un petit aperçu des résultats une fois qu'on a fait un petit tour de table pour tous se présenter. Je suis Thomas Charbonnier, je suis responsable RH au sein de Leaders League, groupe décideur. J'ai la chance d'avoir avec moi David, Luc, Marie, Yannick et Anne. Je vais vous laisser tous vous présenter. David, peut-être pour commencer, on va faire de gauche à droite. Oui, David Arnera, je suis responsable de toute la partie management et transformation culturelle du groupe L'Oréal, au niveau groupe, dans le département Learning. Super, merci. Luc. Bonjour à tous, donc moi je suis Luc Tardieu, je suis le partenaire en charge des activités leadership et management pour Juliette Sterwen. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Delaroche, la DRH du groupe Avril. Un nom derrière le groupe Avril, Le Sieur ou Puget. Bonjour à tous, Yannick Petit, je suis fondateur et dirigeant de Youno, qui est un organisme de formation que j'ai créé il y a 10 ans, spécialisé dans le distanciel. Et l'an dernier, nous avons accompagné plus de 1500 managers sur la mise en place du management hybride. Donc là, ce sera l'occasion de vous partager quelques retours d'expérience. Comme ça, on est sûr de bien se mélanger les microbes, c'est bien. Anne Gergebine, Senior Advisor, Innovation RH chez Air France. Et les 10 dernières années, j'étais sur un poste de VP Learning, donc j'ai un prisme Learning particulièrement fort, mais pas que. Alors effectivement, comme le disait Julien Levert en ouverture de cette 7e édition de YouSpring, il y a 2 ans, on a ouvert une nouvelle ère sur tous les aspects de notre profession, mais surtout sur le management. Une ère un petit peu contrainte et forcée, mais aussi pleine d'opportunités. On est là pour en discuter et faire déjà un petit retour d'expérience sur ces 2 ans, sur nos apprentissages, pour pouvoir déterminer les clés du management hybride. François, tu vas peut-être pouvoir me dire sur Slido et sur les réponses si on fait un petit point pour voir un petit peu ou si on attend un petit peu. On a un petit problème technique, on le lancera. Et bah du coup on va continuer, on va lancer cette conférence. Luc, je voulais vous laisser introduire un petit peu le sujet, vous accompagner au quotidien des entreprises sur ces sujets de management, d'hybride, de distanciel. Quels sont vos enseignements sur ces 2 ans ? Écoutez, l'enseignement, à mon avis, le plus important, c'est de comprendre que quand on est en hybride, il y a des activités qui ont une affinité avec le présentiel, des activités qui ont une affinité avec le distanciel, et qu'un des points qui est clé, c'est d'arriver d'abord à être au clair sur ces activités, mais aussi à créer un environnement ou un jeu de règles qui vont permettre à des équipes de s'adapter à ces différentes circonstances. Dit autrement, si le travail à distance est probablement propice à un moment en plus de concentration, de travail de fond, il faut que quand vous êtes à distance, vous ayez l'opportunité de faire ça. Et je pense que vous le savez tous, si vous enchaînez des réunions Teams toute la journée quand vous êtes chez vous, le gain du distanciel, c'est 0 en termes de performance. Donc il y a une réflexion à avoir, une manière d'aborder les choses qui doit ensuite créer, je dirais, un jeu de règles probablement mouvant, mais on reviendra sur cette question-là, pour que chacune des équipes, on va dire, puisse s'adapter au mieux aux prérogatives de son activité. Effectivement. Anne, vous, dans votre entreprise chez Air France, du coup, comment est-ce qu'on a envisagé ça et sur ce que vient de dire Luc ? Sur les règles, etc. Sur la mise en place globale de cette politique. Je pense qu'on est d'abord et avant tout très pragmatique. On avait un historique de télétravail qui était lié à la fermeture d'agences en province. Donc historiquement, on avait du télétravail qui a été mis en place pour que des salariés puissent être redéployés sur des call centers commerciaux. Ça, c'est historique. Et on avait, avant le Covid, à peu près 20%, vous me faites signe quand si je déborde, 20% de salariés en télétravail. Donc on a toujours
on avait une très forte culture présentielle, opérationnelle. Vous imaginez bien pourquoi? Parce que on prend l'avion dans un aéroport, ensuite on est dans un avion, donc l'essentiel des salariés, ils sont quand même sur le terrain. Et donc, je dirais que historiquement, le management n'était pas forcément très favorable au déploiement du télétravail, mais malgré tout, il s'était déployé et on avait donc à peu près 20%. Et le Covid a quand même sacrément changé la donne, parce que l'autre partie de l'entreprise qui était à distance, puisque les navigants, que ce soit PNC ou pilote, ils ont toujours travaillé à distance. Leur bureau, c'est l'avion. Et donc, eh bien, finalement, ce qui existait déjà dans l'entreprise, c'est-à-dire très fort présentiel et très forte distance, se retrouve combiné maintenant dans cette forme de management hybride. Et je pense qu'Air France a pris conscience qu'on ne ferait plus machine arrière. Il y a eu en particulier un séminaire COMEX cet été sur le sujet, avec les résultats de l'observatoire, je ne sais plus le nom de l'observatoire de Topics, sur les nouvelles formes de travail, et cette conviction, cette compréhension que l'hybride était là pour durer et que donc il faut trouver à mieux s'organiser. Je pourrais continuer, mais je ne vais pas continuer plus longtemps parce que sinon Thomas va devenir nerveux. Non, mais c'est un premier constat fort, effectivement, qu'on ne peut plus se passer de l'hybride et que c'est devenu une évidence. Alors, je vais me tourner vers vous, David, puisqu'on a eu à peu près les mêmes échanges lors de notre préparation. Chez L'Oréal, du coup, vous avez essayé d'aligner, vous avez essayé l'hybride, mais vous avez essayé de l'aligner aussi avec votre culture d'entreprise. Oui, en fait, c'est pas très éloigné de ton constat, Anne. C'est que nous, à L'Oréal, il y avait vraiment une culture, évidemment, du présentiel. Il y avait des accords de télétravail qui précédaient, mais la plupart du temps, c'était des assistantes qui le prenaient. Et donc, tout le monde était là. Alors après, évidemment, face à la crise, tout le monde s'est adapté assez rapidement, sans beaucoup d'accompagnement. Il a fallu faire avec la situation dedans. Et ensuite, après, il est évident que, aussi vrai que le commerce devenait du e-commerce, etc., que évidemment, c'est dit, tout s'hybride, toute la réalité du monde s'hybride, donc aussi le travail. Donc il y a eu un accord qui est passé et des principes qui ont été donnés pour aller jusqu'à 2 jours de télétravail comme un accord cadre pour le monde entier. Alors ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a des pays qui s'en saisissent, ils ne dotent pas du tout. Parce qu'évidemment, en Chine, quand ils vont à L'Oréal, ils vont dans un palace, alors qu'ils vivent dans des appartements de 12 mètres carrés. Donc il faut bien comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde, l'histoire. Voilà. Donc il y a des variations très importantes d'un pays à l'autre. Alors ce qui est clair, c'est qu'on y est allé en étant en même temps très prudent, parce qu'on a une culture entrepreneuriale et d'innovation. Donc les produits que vous voyez dans une année, 30% d'entre eux ont été lancés l'année précédente. Donc il y a un renouvellement du catalogue. Donc c'est vraiment une entreprise basée sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Et c'est rendu possible par une approche très organique. C'est-à-dire, c'est la serendipity, le fait qu'une idée vienne à rencontrer une autre, etc. Alors vous imaginez que la réflexion que vous avez engagée là, qui est de dire quelles activités doivent être maintenues, etc., c'est évidemment un sujet de préoccupation. Ayant dit ça, puisque je prends la parole juste après Anne, notre enjeu, ce n'est pas tellement la partie télétravail, c'est beaucoup les voyages. Je pense qu'on était, peut-être tu pourrais le confirmer, peut-être un des premiers clients d'Air France, si ce n'est pas le premier. Et donc, dès qu'il y avait un sujet à traiter, évidemment, on prenait le téléphone, mais tout le monde était dans les avions. Et ça, c'est un point de non-retour, quelque part. C'est-à-dire, sans parler de la politique environnementale, etc., on ne se déplace plus comme avant. Et donc effectivement, il y a eu tout ce curseur à établir entre ce que vous faisiez en distanciel, ce que vous avez pu développer en distanciel, et ce qui a été maintenu en présentiel. Oui. Après, ce qui est drôle, c'est que quand il faut passer de Clichy à Levallois, donc on est à peu près à vol d'oiseau à 1,2 km, avant, on y allait. Tandis que maintenant, on fait ça comme ça. Mais justement, malheureusement, sans réfléchir par rapport à la question posée. Donc c'est ça, on va y revenir sur les enjeux du futur. On va y revenir effectivement et sur tous ces dangers que peut présenter aussi le distanciel. Marie, chez vous, c'était assez intéressant ce que vous m'avez expliqué sur le groupe Avril et sur justement le télétravail contraint et forcé qui a un petit peu harmonisé les choses chez vous.
Oui, Avril, c'est né d'une aventure entrepreneuriale il y a 40 ans quand même, mais entrepreneuriale. Donc la responsabilisation, c'était déjà largement diffusé. Donc on avait en effet un accord télétravail qu'on avait signé en 2018. Pour autant, c'était ni professionnel, ni très homogène, exactement comme chez L'Oréal. Donc là, ça nous a forcé à entrer dans des questionnements et dans des, on en parlera tout à l'heure, dans des gestes beaucoup plus accompagnés, et à nous poser une question fondamentale qui est quand on est ensemble, c'est pourquoi faire, quoi. Donc ça a été remis au cœur du sujet. C'est ça, c'est le vrai constat aussi. Quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Yannick, vous aussi, qui avez accompagné beaucoup d'entreprises sur la formation sur ces sujets-là, vous avez rencontré à peu près les mêmes situations? Alors, les mêmes situations, effectivement, l'hybride, il est là pour durer, ça c'est sûr, et notamment pour une question d'engagement des collaborateurs. Je regardais encore une étude d'Ipsos qui, en début d'année, montrait que 2 Français sur 3 qui travaillent dans des bureaux souhaitent conserver une part de télétravail dans leur environnement professionnel après la fin de la crise sanitaire. C'est énorme, là on parle de la majorité des individus, à la fois pour des raisons d'efficacité professionnelle, mais aussi pour des questions d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc en fait, il en va de la capacité des entreprises à attirer des talents et à les garder et à les fidéliser. Donc en fait, ce monde d'avant, on n'y reviendra pas, l'hybride, il est là pour durer. Maintenant, la grande question qui se pose vis-à-vis des valeurs, c'est vraiment de se dire, finalement, comment cet hybride va être mis au service des valeurs de l'entreprise et de notre culture, pour surtout pas l'affaiblir, garder toute cette dimension entrepreneuriale, par exemple pour L'Oréal, et plutôt l'optimiser, venir encore la renforcer. Et là-dessus, nous, on avait un enjeu avec le groupe Gerflor, qui est un fabricant de revêtements de sol, qui voulait absolument intégrer dans un déploiement de management hybride les valeurs fondamentales de l'entreprise. Et la première valeur, c'est le travail d'équipe, l'esprit d'équipe. Donc on s'est demandé avec eux comment créer un parcours de formation qui allait mettre sur le devant de la scène, dans ce programme managérial, cette valeur d'entreprise. Et ce qu'on a fait, ça a été d'intégrer dans les parcours de formation des ateliers de co-construction, des nouvelles règles du jeu managérial entre managers, mais en mélangeant les managers entre les business units. Donc des gens qui ne s'étaient jamais vus auparavant. Et ça a été extrêmement riche comme travail, puisqu'il y a eu 2 effets. Le premier effet, ça a été de créer du lien entre des personnes qui n'avaient pas l'habitude et qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant, en leur montrant que oui, l'hybride avait cette capacité à faire communiquer des personnes qui ne pouvaient pas le faire auparavant. Et la deuxième, ça a été d'homogénéiser, c'est très important, des pratiques managériales, les nouvelles règles du jeu. Donc en résumé, l'hybride, ça peut être un vrai levier pour renforcer, améliorer la culture d'entreprise une fois que c'est bien réfléchi. Vous avez parfaitement amené le sujet suivant que je voulais évoquer avec vous tous, puisqu'on parle de management hybride. Dans management, il y a manager. Et ça veut dire qu'il faut, et vous m'avez tous insisté sur ce point-là, repenser le rôle du manager dans ce nouveau contexte. Et effectivement, vous avez tous travaillé sur le sujet pour accompagner ou dans votre entreprise. Et je voulais que vous puissiez témoigner aussi là-dessus. Marie, je voulais commencer par vous. Effectivement, vous avez un premier constat qui a été assez positif, puisqu'on a subi cette mise en place du management hybride, mais finalement, chez vous, ça s'est bien passé. Au départ, en effet, les managers sont plus managers et collaborateurs. Je pense que, comme partout, se sont plutôt bien débrouillés avec ce qui leur tombait dessus. Donc, et plutôt fiers d'ailleurs de bien se débrouiller. Et puis, on avait notre call DRH toutes les semaines, et voire 2 fois par semaine. Les signaux faibles, quand même, remontaient, comme quoi les managers avaient un peu besoin d'abord de parler de ce qu'ils voyaient qui ne faisait pas complètement bien ou de ce qui ressortait. Donc il y avait un besoin d'être ensemble pour se dire mais toi aussi ça se passe comme ça, nanana, et puis d'être un peu équipé. Et donc on a monté en fait c'est pas tant une formation que des workshops qui partaient de leur situation de travail, de leurs problèmes. Donc on était presque sur de co-développement plus de la formation. Et tu l'as dit, management hybride c'est fondamentalement du management, avec le sujet de surjouer quelques gestes de management. D'abord, le sens, pourquoi on fait les choses, d'être hyper explicite sur le pourquoi. Après, d'être très très clair sur les outputs, donc on est sur les attendus, ça on l'a beaucoup dit, je pense, on n'était plus sur de l'input management, mais vraiment sur de l'output management. Et enfin, et là, ils étaient peut-être moins équipés, nos managers, parce que je pense que de toute façon, c'est un geste qui est compliqué, c'est le feedback. Et faire du feedback quand on n'est pas, quand on est derrière un écran, quand on n'a pas l'occasion de se voir au café, etc., c'est déjà un geste compliqué, mais là,
on a eu le besoin d'équiper nos managers, de les faire échanger ensemble sur comment je donne un feedback impactant, acceptable, alors que nous sommes dans des rituels un peu déshumanisés quand même d'une certaine façon. Ça, c'était au temps du 100% confinement. Voilà. Effectivement. Luc, vous, quand vous accompagnez vos clients, vous avez aussi une approche sur revoir le rôle du manager, parce que vous l'envisagez comme acteur justement de cette philosophie du management hybride. Et c'était assez fort et assez important ce que vous m'aviez expliqué là-dessus, sur le fait qu'ils doivent être acteurs de la définition de la méthode de fonctionnement. Oui, en fait, si on revient un petit peu à quelque chose d'assez fondamental, c'est que les postes, les jobs des gens, il n'y a pas de poste télétravaillable ou non télétravaillable, d'accord ? C'est pas comme ça que ça se présente. Ce qui est télétravaillable ou non télétravaillable, fondamentalement, c'est des activités ou des tâches, d'accord ? Elles peuvent être prédominantes sous un angle non télétravaillable dans un poste, mais c'est une autre question. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre que c'est l'activité, c'est la tâche qui peut se faire à distance ou pas à distance, d'accord ? Si on comprend ça, on comprend qu'en fait, le monde idéal, c'est un monde dans lequel, avec l'hybridation du travail, vient l'hybridation de la règle. Puisque finalement, ce serait à chaque équipe de définir ses propres règles, je dirais qu'ils puissent épouser les contours de leur activité, de leur mode de fonctionnement. Or, arriver à hybrider la règle dans des organisations et donc créer une forme d'inéquité, ça suppose de s'appuyer sur une qualité de management qui est très élevée en réalité. Ça suppose une qualité de management très élevée. Donc ça veut dire que dans l'idéal, on va quand même en général donner une règle d'entreprise, on va dire bon bah voilà, il y a 3 jours télétravaillables, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Du point de vue du manager qui manage l'activité, la question c'est qu'est-ce qu'on privilégie à distance, qu'est-ce qu'on fait sur place, de quelle manière on se rencontre, quel rituel on va mettre en commun, comment est-ce qu'on crée un ADN d'équipe commun. Vous voyez, il y a tout ce travail-là à faire et il ne peut être fait et il ne peut encaisser quelque part ce changement assez fondamental de l'organisation du travail qu'en ayant des managers qui ont, je dirais, un niveau qui est relativement important. Et puis après, je voulais réagir juste sur un point, en ayant en tête, il y avait une étude qui montrait qu'il n'y a pas très longtemps que un peu plus d'un travailleur sur 5 connaissait le télétravail maintenant. Donc juste se rappeler qu'on est en train de parler de quoi, 22-23% à peu près des gens qui télétravaillent. Il y a les 75% qui ne télétravaillent pas du tout et pour lesquels il y a encore, je dirais, des espaces à conquérir ou en tout cas une réflexion à mener sur le sujet. Et effectivement, cette hybridation de la règle, c'est un point qui est ressorti à peu près de tous nos échanges. Une règle, il faut qu'elle soit aussi un petit peu adaptable. David, vous aviez vécu un petit peu ça chez L'Oréal quand vous avez expérimenté au début, où vous avez essayé ça et finalement vous avez dû vous adapter? On a eu 3 étapes. La première, c'est un peu ce que vous dites, c'est on a construit un workshop qui permettait aux différentes équipes d'établir des principes, c'est-à-dire quelles sont les réunions qu'on fait à distance, en hybride, etc. Mais il y avait aussi, est-ce qu'on se retrouve tous ensemble au moins une fois tous les, je sais pas, etc. Ou alors après c'est trouver des règles par rapport aux canaux de communication, parce qu'en ce moment c'est un peu le bazar entre le groupe WhatsApp, le Teams, le machin, donc se donner des règles par rapport en fait à voilà, comment on travaille concrètement avec les outils. Et puis, il y avait des choses sur comment on maintient des temps de célébration plus joyeux. Enfin bon, un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est le premier point. En fait, ils l'ont pris, ils l'ont fait, mais en fait, ils ont trouvé ça un peu scolaire. Bon, voilà, le truc était fait, donne. Ensuite, on s'est dit, bah tiens, il y a quand même des enjeux, un peu ce que vous disiez. Je suis assez en ligne avec ce que vous dites, Anne, sur les enjeux de leadership. On a travaillé avec le CEDEP, parce que c'est notre partenaire, sur un programme de remote leadership. Et là, on a documenté donc, les enjeux sur le performance management, effectivement, comment dire, input-output. Enfin, je suis assez d'accord, je pourrais complémenter, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Et puis, on a passé une des équipes du comité de direction, enfin du Comex Group dedans. Bon, ça a marché moyen. Puis ensuite, on a essayé de l'améliorer. Mais en fait, on s'est aperçu qu'en tout cas pour les top dirigeants, il n'y a pas un burning issue. Enfin, c'est pas le truc sur lequel ils veulent passer du temps. Notre truc était trop long, etc. Donc en fait, ça a été rejeté. Donc on l'a pas continué. On n'a pu faire qu'un pilote arrêt. Et après, du coup, on s'y est pris autrement. Donc ça a été une de mes idées, c'est de me dire, mais finalement, le directeur général, il est prudent, le DRH aussi. Finalement, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la culture L'Oréal qui est en jeu. Donc on s'y prend autrement. On est plus sur la partie, on va dire, mindset, du coup. J'ai abandonné un peu la partie développement de leadership skills, même s'il y a un enjeu.
sur le feedback, sur la connexion émotionnelle au travers de l'écran. Évidemment, il y a des enjeux. Mais grosso modo, on s'est dit, tiens, on va prendre les grands attributs de la culture L'Oréal. On prend comité par comité. Donc, il y a 18 membres du COMEX, donc on les prend. On fait une enquête. On a pris les attributs culturels de L'Oréal. On dit en quoi ils sont à risque et en quoi ils peuvent être augmentés par le travail hybride, parce qu'on essaye de faire best of both worlds. C'est comme ça que le programme s'appelle. Et à partir de là, on va les amener à travailler sur des postures et des actes de leadership. Alors, je pourrais prendre un exemple. J'ai encore une seconde. Rapide. Non, il y a un truc qui est connu à L'Oréal, c'est les grands dirigeants, ils étaient accessibles à la cafétéria dedans. Maintenant, à la cafétéria, ils sont tous en Teams, machin. Donc, du coup, ils ont accru leur accessibilité digitale, mais pour ceux qui sont autour d'eux, ils ne les voient plus. Alors qu'on est quand même dans une entreprise française, ils viennent se prendre un truc au snack et puis ils le mangent devant leur écran. Bref. Et donc, la proximité du top management avec tout la résolution de problèmes informels que ça générait, il y a un problème. Donc, typiquement, est-ce qu'ils peuvent se prendre un rituel? Alors, je ne dis pas que ça sera tout le temps comme avant, mais voilà. Il y a un équilibre à trouver entre... Là encore, réapprendre la place du manager, enfin, l'apprendre ou la réapprendre finalement. Yannick, vous, quand vous accompagnez vos clients sur la formation sur ces sujets-là, comment est-ce que c'est envisagé justement ce rôle du manager ? C'est intéressant parce que c'est la première bonne pratique justement qu'on essaie de distiller dans nos programmes de formation, c'est de refaire maîtriser les différents temps managériaux aux managers. Parce qu'en fait, il y a 3 temps de management. Il y a des temps de management opérationnel, s'assurer que les projets avancent, il y a des temps dédiés à la cohésion d'équipe, et puis des temps dédiés au développement de l'équipe. Comment je fais progresser mes collaborateurs, comment j'élève le niveau de jeu. Et on a vu quelque chose avec le Covid, c'est que le management a eu tendance à beaucoup se resserrer vers le suivi opérationnel, donc vraiment le très court terme, au détriment souvent de la partie cohésion d'équipe et la partie développement. Et les équipes, elles en manquent de ça. Et d'ailleurs, certaines disent, nous, on manque aussi de présentiel parce que ces aspects cohésion d'équipe nous manquent. Donc, ce qui est important, c'est de réexpliquer, redonner le sens derrière chaque temps managérial pour les personnes qu'on accompagne, et ensuite les aider à voir c'est quoi la meilleure modalité. Est-ce que le traitement de cet objectif, je le fais plutôt en présentiel, je le fais plutôt en distanciel pour trouver finalement le bon dosage. Et c'est à chaque manager ou à chaque plutôt public cible de manager de trouver ces bonnes pratiques. Et alors là-dessus, il y a un autre élément qui est fondamental, c'est que là on parle beaucoup de management. Mais dans des grandes entreprises avec des centaines ou des milliers de managers, encore faut-il les segmenter. Parce que les contextes et les objectifs de différents managers n'ont rien à voir. Donc on a accompagné Schneider Electric l'an dernier, qui avait des enjeux de passage vers le management hybride pour bien l'accompagner. Tout de suite, on a défini 3 segments qui étaient très différents en réalité. Que des managers, mais à l'intérieur, il y avait des jeunes managers, où là, les formations visaient plus à acquérir de nouvelles compétences, où eux, ils étaient extrêmement malléables, peu de résistance au changement, parce que c'était un nouvel environnement pour eux, ils n'avaient pas opéré dans le précédent. Des managers expérimentés, 5-10 ans de pratiques managériales, où là, il y avait plutôt un enjeu de réinterroger les pratiques existantes et de voir ce qu'on garde ou ce qu'on fait évoluer. Puis enfin, une 3e cible qui était des VP, des directeurs, qui embarquaient en plus un aspect conduit du changement. Donc cet aspect segmentation des publics, elle est fondamentale pour réussir les projets, pour ne pas plaquer finalement des méthodes sur des gens qui n'ont pas du tout le même contexte. On est vraiment, là encore, sur une hybridation, effectivement, sur les populations, sur les métiers. Il y a vraiment beaucoup d'adaptabilité à avoir, finalement, sur cette définition de la règle. Anne, de votre côté, chez Air France, comment est-ce qu'on a réinterrogé le rôle du manager ? Je pense que le point clé, ça a été de dire qu'il faut donner du sens au retour sur site. C'est-à-dire, on s'est bien rendu compte qu'on peut travailler à distance, puisqu'on l'a démontré, ça marchait, la productivité ne s'est pas effondrée, y compris dans un contexte d'activité partielle. Et donc, on a incité les managers à différentes occasions, des ateliers d'échange, un think tank, enfin, on a plusieurs instances de partage et de co-construction, à justement réfléchir sur cette notion de donner du sens au retour sur site. Il y a un article que j'aime bien, qui est paru il y a peu de temps, qui disait est-ce qu'on n'est pas en train d'évoluer vers un rôle qui était le rôle du manager coach vers un rôle de manager 4C. Alors j'ai aimé parce que c'était 4C, c'était mnémotechnique, on va voir si j'arrive à me souvenir de tout, mais et ça rejoint cette notion des temps du manager. Ils disent
Le premier C, c'est chef d'orchestre d'une activité opérationnelle qui peut être virtuelle. C'est-à-dire les activités de production, on se rend bien compte qu'elles peuvent être faites à distance, mais il faut qu'elles soient bien coordonnées, donc d'où la notion de chef d'orchestre. Le deuxième C, c'est le manager coach, d'autant plus important qu'il faut maintenir du lien, du one-to-one avec ses collaborateurs directs. Le troisième C, c'est la notion de champion, c'est-à-dire dans un contexte de management hybride, les unités opérationnelles, les études qui ont été faites notamment par Microsoft le montrent, ont tendance à assez bien fonctionner. En revanche, il y a un risque de silo. Donc, comment vous évitez les silos et comment le manager a donc ce rôle de champion d'interface avec les autres équipes. Ça a toujours été, mais c'est d'autant plus important. Et le quatrième C, c'est cette notion de catalyseur de l'énergie collective, catalyseur de l'innovation. Et donc, c'est tout ce qu'on fait plutôt mieux sur site. Donc moi j'aime bien ces images, c'est pas très opérationnel, mais c'est juste pour dire il y a effectivement différents temps et des choses qu'on fait bien à distance, des choses qu'on fait mieux, vraiment mieux en présentiel. Après, à titre de conviction personnelle, je pense qu'il faut qu'on exploite et qu'on utilise beaucoup mieux les théories de la communication. Vous savez qu'on a tous appris 7% par les mots, 38% par l'intonation, 55% par le non-verbal, parce que il y a vraiment des choses qu'on fait mieux en physique et ça a un lien avec les théories de la communication. Je prends juste un exemple. Il y a 1 an ou 2 ans, entretien de performance de fin d'année avec une de mes collaboratrices qui avait un problème au pied. Donc, je sais, il faut que j'aille vite. Bref, on n'a pas pu le faire en physique, on l'a fait à distance. Elle en garde un très mauvais souvenir, alors que c'était une très bonne évaluation. Donc, c'est pas parce que l'évaluation était... Voilà, mais à titre personnel, je dis, les actes de gestion de carrière ont tellement d'impact émotionnel qu'il faut les faire de manière privilégiée en présentiel. Donc j'aime bien la notion d'affinité, mais moi je couple ça avec la réflexion sur les canaux de communication et ceux qui ont le plus d'impact. J'ai fini. Merci. François, avant que je poursuive, est-ce que les questions fonctionnent ou... Formidable. Alors, on a la grande majorité qui font 1 à 2 jours. Et après, on a quand même 44% qui sont à 3 jours ou plus. Donc effectivement, ça fait une bonne partie. De manière très surprenante, on n'a pas de télétravail à 0%. Quand vous venez assister à une conférence sur le management hybride, ce serait surprenant qu'on ait des gens qui n'en aient pas du tout. Et du coup, on voulait poser la deuxième question, c'est pour préparer un point qu'on va aborder un tout petit peu plus tard dans la conférence. Avez-vous rencontré des difficultés lors de vos ateliers de co-création à distance ? On va y revenir d'ici 5-10 minutes et on voulait avoir effectivement votre retour là-dessus. Une fois qu'on a vraiment fait le point sur l'alignement, culture d'entreprise, règles de management hybride, qu'on a remis le manager au centre du sujet et défini ses hybridations de métiers, de missions. Aujourd'hui, on est à un point clé et on a des enjeux à envisager et à anticiper et on va y revenir parce que l'enjeu aujourd'hui n'est plus de gérer la crise qu'on vient de vivre pendant 2 ans avec des périodes notamment d'hybridation forcée. Maintenant, c'est de l'hybridation choisie. Et il y a des choses à anticiper. Luc, je voulais vous laisser la parole en premier sur les aspects de gestion interpersonnelle. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période où on a l'impression qu'on a fait l'essentiel. Finalement, on est tous passés dans un mode distanciel, on a tous appris à le faire, on s'est adapté. Donc finalement, l'histoire pourrait être terminée. On pourrait se dire, OK, on revient dans un mode qui est un mode relativement hybride. Alors certes, ça a changé, mais on a passé, je dirais, la vague d'étrave de tout ça. Et le problème est plus ou moins clos. Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, en tant que cabinet de conseil, c'est d'anticiper ce qui va se passer après. Et pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde beaucoup d'études scientifiques, d'études prospectives, pour essayer de comprendre quels sont les enjeux qui restent devant nous. Est-ce que cet accompagnement-là, il est plus ou moins terminé, on est, je dirais, en queue de projet, ou est-ce qu'il reste des enjeux ? Ma conviction profonde, c'est qu'il reste des enjeux très importants pour les entreprises. Et je voudrais en nommer plusieurs, dont certains qui recoupent avec ce que vous disiez. Le premier, c'est la question des réseaux. En fait,
La particularité quand même de la crise Covid et des confinements et du télétravail, c'est qu'on embarquait un historique relationnel à l'intérieur d'un système en distanciel qui préexistait à la crise. D'accord ? Or, la réalité de ce qu'on pourrait appeler le réseau des liens faibles, concept connu en sociologie depuis les années 70, c'est-à-dire en gros les gens que vous croisez mais que vous ne connaissez pas si bien que ça, avec lesquels vous allez avoir une discussion fortuite à un moment donné, la connexion que vous faites à la machine à café, la connexion que vous faites dans une discussion avec d'autres gens. Ces réseaux-là, quand on est dans un système qui est distanciel de manière beaucoup plus massive, ils ont tendance à s'affaiblir de manière notable. Or, on le sait, la communication verticale des entreprises est extrêmement imparfaite. Le message corporate, c'est une capacité de ruissellement dans l'organisation qui est relativement faible. Donc ça veut dire que ces réseaux s'affaiblissant, on va perdre la qualité de communication. Ce que je dis souvent, c'est quand vous croisez quelqu'un au détour d'un couloir et qu'il vous apprend qu'il est en train de mener un projet qui a un impact direct sur vous, d'accord ? Et c'est pas très agréable ce truc-là. Aujourd'hui, vous allez moins l'avoir, mais c'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous le saurez une fois qu'il est fini ou une fois qu'il est tellement bien lancé que finalement vous ne pouvez plus y participer. Donc les réseaux, première chose. La deuxième chose, c'est la question des conflits. Je crois que la nature des conflits et la manière dont ils s'organisent à distance, on fait beaucoup plus d'interprétations sur les comportements de l'autre. Et ça, on sait que c'est un problème interpersonnel majeur. Concrètement, on sait qu'on fait des hypothèses sur les intentions, on fait des hypothèses sur ce que l'autre est en train de faire ou sur la manière dont il est en train de procéder. Et ça, c'est conflictogène. On le sait depuis toujours. À distance, c'est beaucoup plus vrai. Et puis le troisième point, et puis je trouve que l'approche que vous avez adoptée l'illustre bien, c'est la question de la culture d'entreprise. Si on est tous à distance, dans un truc un peu mercénarisé, un peu mécanique, finalement vous comprenez que l'entreprise en tant que corps social, elle change. Et probablement pas pour le mieux. C'est-à-dire que la relation à l'entreprise devient très transactionnelle. Je fais telle tâche juste pour percevoir mon salaire avec une relation d'appartenance qui diminue. Et je pense que une des grandes difficultés à anticiper aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réinvente l'appartenance à l'entreprise. Donc voilà, ces trois enjeux. C'est parfait puisque justement c'était Yannick qui avait beaucoup évoqué ce sujet, le dernier sujet que vous avez évoqué, de l'engagement et de l'appartenance à l'entreprise. Yannick, effectivement, vous avez eu beaucoup de retours sur ce sujet. Oui, et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit parce que je ne suis pas d'accord. Dans le sens où je pense qu'il y a des nouvelles pratiques à trouver pour créer ce même lien, cette même cohésion à distance. Donc là, j'ai partagé un retour d'expérience qui est interne à Youno, puisqu'on avait cet enjeu. Nous, on a un tiers de nos collaborateurs qui sont en full remote. Donc là, ça a été encore accéléré avec le Covid. Mais on a dû trouver une organisation hybride qui nous permette de garder ce même niveau de cohésion d'équipe et finalement de répliquer la machine à café online. Alors comment on fait ? On s'est pas mal arraché les cheveux pour trouver les bonnes solutions, les bons rituels, parce que c'est vraiment une question de rituel dans l'organisation. Donc je voudrais vous partager deux pratiques qui ont bien fonctionné chez nous. La première, c'est la machine à café. On a créé, nous, ce qu'on appelle les donut meetings, où chaque semaine, on réunit des groupes de 4 personnes de manière parfaitement aléatoire dans l'entreprise, et ils organisent une vision ensemble de 30 minutes pour parler de tout, sauf du travail. Donc finalement, ce qu'on ferait bien souvent à la machine à café. Le taux d'adoption de la solution, au début, j'étais très sceptique, parce que comme vous, j'étais initialement assez porté sur la machine à café, la vraie. Là, j'ai été étonné de ces participations et du lien, de la cohésion qu'on arrivait à créer. Donc je pense que ça met du temps. Il faut évidemment que les managers soient assez proactifs sur la mise en place de ces rituels, mais ça peut vraiment avoir un bon niveau de performance. Le deuxième aspect, c'est que qui dit organisation hybride dit changer son rapport à l'écrit. Changer son rapport à l'écrit. Ça, c'est indispensable et nous, on le voit aussi chez Youno. On a dû réinterroger complètement comment communiquer les informations au sein de l'entreprise. Les outils de communication interne, comme les emails ou comme les Teams, les Slack, ça a dû être repensé pour avoir une organisation compatible avec des personnes qui sont 100% à distance. Parce que concrètement, l'info stratégique véhiculée dans un bureau ou dans la machine à café, c'est terminé. On ne peut plus se passer en fait, d'avoir une communication écrite qui soit bien structurée, bien indexée, accessible à tous les collaborateurs. Donc ça, c'est un deuxième aspect, la culture de l'écrit, qui a été un challenge pour une organisation qui passait avec une partie de l'équipe en full remote. Effectivement, c'est finalement assez complémentaire, mais effectivement, ces témoignages sont assez intéressants. Sur la partie effectivement interpersonnelle et sur la partie engagement, vous me parliez, Yannick, de Great Resignation. C'est un petit peu l'enjeu qu'on va tous avoir sur les prochaines années aussi, de réussir à refédérer ses collaborateurs et à recréer ces temps faibles et forts, etc. Un autre enjeu, et c'était Marie qui me l'avait évoqué la première, c'est sur la question qu'on a pu vous poser dans la salle et sur l'aspect de co-création et de co-construction.
qui à distance devient un véritable enjeu. Alors c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait en distanciel, qu'est-ce qu'on fait en présentiel. On va arriver à la conclusion que la co-construction est peut-être plus performante en présentiel, mais elle peut se faire en distanciel. Néanmoins, c'est un vrai challenge. Et Marie, vous l'avez vécu directement. Oui, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas résolu. Donc, je rejoins complètement Anne. Je pense que, alors je ne suis pas du tout une neuroscientifique, mais l'intelligence collective, la capacité à sortir de ce qu'on connaît déjà, d'inventer, j'ai une conviction qui est qu'elle se fait d'abord avec une forme de connexion qui existe en présentiel. Ça, c'est petit 1. Petit 2, je pense que ce n'est pas une fatalité pour autant. Quand on doit co-créer, inventer à distance, parce que ça nous arrivera, je pense qu'il ne faut pas rêver. Moi, je suis convaincue que les technologies peuvent nous aider les technologies et la capacité à les utiliser peuvent nous aider à utiliser une intelligence collective différemment. On n'a pas forcément besoin d'être ensemble. Et enfin, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas tellement abordé et qui est un vrai danger. C'est pas la co-construction, mais il y a un vrai rapport avec l'intelligence collective et l'innovation. C'est l'inclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est dans un transactionnel, on est très très bon à interagir à distance, on est sur nos rails, on est sur nos réflexes. Et on n'est pas à aller s'ouvrir à la différence, à aller chercher autre chose. On est vraiment dans l'efficacité. Et pour moi, là, ça, c'est un énorme danger quand on a à notre capacité d'inclusion. Et donc l'inclusion, c'est l'innovation. Et je pense que là, il y a un vrai... il faut adresser le sujet en tant que tel, en conscience. Mais je n'ai pas la solution. Donc, je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore, puisqu'on est en phase de justement maturation du sujet. Mais c'est intéressant, et je vais vous passer la parole, David, puisque je vois qu'il y a beaucoup de réponses du public qui viennent à un sujet qu'on a évoqué ensemble sur la gestion des outils que justement de co-création à distance, qui sont un petit peu compliqués pour tout le monde. Et vous avez vécu ça chez L'Oréal, je crois. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est bon là-dedans non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités. Par exemple, l'enjeu de la créativité et de l'innovation. C'est clair qu'on peut utiliser des outils de brainstorming électronique. Il y a possibilité aussi de faire des sous-groupes, par exemple dans Teams. Mais c'est drôle, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais le fait de faire des sous-groupes, c'est-à-dire, admettons, vous êtes dans une réunion, vous êtes un grand groupe dedans, puis après, hop, vous donnez, et ensuite, après, on reprend. C'est ce qu'on fait en formation. Mais il n'y a que au learning qu'on le fait dedans. Les autres ne le font pas. J'ai jamais vu un comité de direction activer des pratiques de ce type. Alors que, voilà, diverger, converger, c'est quand même le principe. Donc, en fait, c'est évident qu'il y a des outils, des nouveaux rituels, des nouvelles pratiques à apprendre. Mais en tout cas, chez moi, je n'arrive pas à avoir l'attention des managers sur ce sujet-là qui n'est pas assez brûlant. Quelque part, voilà, donc l'idée de dire j'ai quelque chose à apprendre n'est pas évident. Alors, moi, mon approche, c'est... Je suis convaincu d'une chose, qu'on est devant une transformation énorme, mais massive du travail. De ma carrière, je crois que j'ai jamais vu ça. On est passé... Alors, il y a eu le passage du monde industriel au mode post-industriel, donc les knowledge workers. Donc là, c'est, cette bascule-là. Donc ça, c'est celle qu'on a connue, nous, peut-être, quand on est arrivé dans le marché du travail dans les années 80. Mais ensuite, là, maintenant, j'ai jamais vu ça. Mais je trouve qu'on aborde ça avec beaucoup, beaucoup de légèreté. Parce que les conséquences potentielles, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, voilà, c'est la question du lien et du collectif est fondamentalement posée. La question de la créativité et de l'innovation collective est posée. Il y a aussi, pour moi, et pour nous, parce que ça, c'est une préoccupation de direction générale, c'est la façon dont on résout des problèmes. Et chez L'Oréal, tant que le truc n'est pas carotté jusqu'au truc, en fait, on continue à discuter. Mais là, vous êtes dans la réunion, le truc est fini, il y a un certain nombre de sujets, vous les laissez filer. Et donc, la qualité de la résolution des problèmes n'est pas la même. Donc, il y a un risque là-dessus, sur l'excellence, en fait. Et ensuite, il y en a... Dans un premier temps, on trouve que l'agilité augmente. Je ne suis pas sûr qu'elle augmente dans la durée du fait de l'impact sur les réseaux. Les gens se sont plutôt recentrés sur l'unité élémentaire du travail, mais effectivement, la force des liens faibles
qui est une force de la culture L'Oréal, c'est-à-dire la culture du réseau. Je pense que si on interrogeait les gens en disant quelles sont les nouvelles personnes que tu as accrues à ton réseau pendant les 2 dernières années, je ne parle pas du réseau immédiat, hein, c'est avoir étendu son réseau. Pas évident. Donc voilà, ce que je pense, c'est qu'à moyen terme, il y a des enjeux qui vont nous coûter cher. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir l'attention du management. J'aimerais rebondir là-dessus parce que je pense qu'il y a un enjeu top prioritaire à adresser là-dessus pour faire de ce déploiement progressif et cet accompagnement à l'organisation hybride un sujet COMEX, vraiment un sujet stratégique pour l'entreprise, pour ne pas le considérer comme un des sujets qui est en train de glisser. On suit gentiment une évolution vers la fin de la crise sanitaire et se dire finalement on entre dans un nouveau monde et puis on sait qu'il y a plein de changements, mais on n'a pas réellement adressé le niveau de criticité que vous mentionnez, je suis d'accord avec vous, qui est de se demander finalement comment on collabore dans ce nouveau monde hybride. Et celui-là, vraiment, moi je pense que ça doit être évidemment porté par les L&D, mais qu'il faut un sponsorship au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est le COMEX, et qu'il faut qu'il y ait un engagement fort. Ce n'est pas des accompagnements, des sujets qui doivent être le énième sujet de l'année, ça doit être sur la feuille de route en priorité numéro 1, c'est ma conviction. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et que cette réflexion du COMEX, elle doit s'inscrire dans une logique qui est prospective. C'est pas parce que vous avez réussi à titre individuel ou 1 ou 2 actions qu'on réussit à maintenir une équipe fédérée au cours des 3 derniers mois ou des 2 dernières années que ça dit nécessairement les choses auxquelles vous allez être confrontés parce que la nature des problèmes change avec le temps. Je pense comme vous qu'on est devant un changement de la sociologie du travail profonde, complexe, et que donc il faut se poser cette question de façon prospective, forte, parce qu'il n'y a rien qui est inéluctable là-dedans. À chaque problème se trouvent des solutions, le digital en fait probablement partie comme tu le disais tout à l'heure, et il y a à inventer des usages nouveaux autour du travail pour qu'on puisse créer ce monde qui est devant nous et pas juste le subir. Et le faire sur la durée, du coup effectivement aussi. Et le faire sur la durée et pas effectivement, comme vous le dites à juste titre, penser que c'était une étape qu'on a passée et maintenant on s'en soucie plus, c'est important. Anne, je ne vous ai pas fait intervenir sur le sujet, mais je pense que vous avez beaucoup de choses à dire vous aussi de votre côté chez Air France. Écoutez, je pense que chez Air France, le sujet est effectivement pris au niveau du COMEX, c'est-à-dire que le sujet du travail hybride, du management hybride est un des aspects du programme de transformation et géré comme tel. Je vous ai évoqué les différentes instances qui se sont réunies, think tank, management lab, atelier de co-construction avec les managers. On a lancé il y a quelques semaines une étude auprès de l'ensemble des personnels qui sont en situation de télétravail pour faire un point sur ce qu'ils en pensaient, sur comment est-ce qu'ils considéraient que ça marchait et couvrant toutes les dimensions, c'est-à-dire couvrant les dimensions de relations, couvrant les dimensions de management, mais également d'outils, mais également de lieux. Donc un questionnaire assez complet avec, de façon à pouvoir en déduire en fait les axes prioritaires du plan d'action de déploiement du management hybride. Et donc je pense que cette conscience, on l'a parfaitement. On a, comme je vous disais, une approche très pragmatique pour donner du sens à chaque temps. Moi, je pense à titre personnel qu'il y a des bonnes pratiques, que ces bonnes pratiques, elles sont fondamentalement liées aux théories de la communication et de la collaboration. J'y reviens, mais j'insiste parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de ce sujet et que quand on commence à réfléchir sur l'impact des théories de la communication, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui se font bien dans un cas et d'autres moins bien dans un autre cas. Et qu'effectivement, les problèmes identifiés, tels que les réseaux, tels que la culture d'entreprise, tels que l'appartenance, après, ils se réfléchissent de manière délibérée. Tu as parlé de vos donut meetings. Je discutais avec un ami, un ancien d'Air France qui travaille dans un cabinet de stratégie maintenant, et il me disait, on a mis en place une réunion un peu, je sais pas, elle s'appelle pas donut, mais elle doit s'appeler tea ou coffee, je ne sais pas, mais de réunions virtuelles où tous les gens sont invités, mais surtout, on n'a pas le droit de parler du travail. C'est la règle. Voilà, on ne parle pas du travail. Donc en fait, on cherche à recréer en virtuel des choses qui étaient auparavant présentielles. Simplement, quand on était en présentiel, eh ben, tout ça, ça se faisait naturellement. Maintenant, il faut beaucoup plus réfléchir à ce qu'il faut faire dans telle et telle situation. Moi, je pense qu'il faut laisser de la place à la co-construction.
c'est certain, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui se font mieux en présentiel. Donc, je pense qu'il faut quand même aider les managers et pas les laisser se fourvoyer à essayer de faire des choses en digital qui marchent tellement mieux en présentiel. Et en plus, sur les règles d'utilisation des outils, je pense qu'on utilise beaucoup trop le numérique. J'ai même eu l'occasion, en discutant avec une amie, je lui dis mais il faut arrêter avec le numérique, il faut arrêter de s'envoyer des emails, il faut arrêter avec WhatsApp. Et moi, je suis hyper digital. Parce que, eh bien, vous ne réglez pas un problème complexe, vous ne réglez pas un problème émotionnel avec du digital only. Vous allez vous faire des boucles avec 25 personnes en copie pour ne pas régler un problème. Il faut se téléphoner, il faut se parler. Et moi, j'ai même dit à un moment, il faut réhabiliter l'art de la conversation. Voilà, il faut se parler. Mais oui, mais quand on regarde comment on fonctionne, on s'envoie des WhatsApp, on n'a même plus le temps de se parler. Mais non, on prend le téléphone, on s'appelle. C'est un sujet extrêmement intéressant qu'on n'avait effectivement pas prévu dans notre cadrage, mais qui est essentiel, c'est ce sujet du surdigital, effectivement, de ces habitudes qu'on a pris de communication très asynchrone, où on passe des messages, on passe des infos, on fait par mail, par Teams, par WhatsApp, effectivement, ou tout autre outil de communication. Comment ça se passe? Je sais pas, Luc, par exemple, vous, est-ce que c'est un sujet que vous évoquez avec vos clients et comment vous les accompagnez pour gérer ce risque-là? En fait, il y a plusieurs questions. Alors déjà, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la Zoom fatigue maintenant, c'est-à-dire le fait de passer de réunion en réunion. Ça a un impact, en fait, qui a un impact relativement important sur les capacités de concentration et donc par là sur les capacités décisionnelles des gens. La deuxième chose, c'est, je reviens à ce que je disais au départ, la question c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, si on dit, bah, tiens, avoir un entretien individuel avec quelqu'un, est-ce que c'est à distance ou c'est en présentiel? Si on faisait un sondage, on aurait probablement 50-50 dans la salle. En fait, la question, c'est quelle est la nature de l'entretien? Si la nature de l'entretien, c'est de suivre un ensemble de points qu'il y avait à faire, de coordination de projet, de suivi, vous pouvez le faire en digital. Il n'y a pas de valeur ajoutée majeure à le faire en présentiel. À partir du moment où le point, il implique une lecture fine des émotions de l'autre, c'est le présentiel qui fera l'affaire. Parce que pour le coup, on le sait, à partir du moment où vous avez un décalage ne serait-ce que d'un quart de seconde entre le son et l'image, à partir du moment où le visage n'est pas à taille réelle, la capacité de lecture des émotions de l'autre s'en trouve considérablement amoindrie. Donc, c'est se priver quelque part d'un sens qui est un sens absolument fondamental de la vie au travail que de ne pas considérer le présentiel comme étant l'outil privilégié pour certains moments. Oui, et j'ajouterais qu'on parle du non-verbal, mais dans le non-verbal, il y a une notion qui s'appelle la proxémique, c'est-à-dire à quelle distance on se trouve de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'on va toucher le bras? Est-ce qu'on va toucher le coude? Est-ce qu'on va faire un check? Et ça a du sens en communication. Et ça, eh bien, effectivement, ça se fait en présentiel et ça ne se fait pas derrière une visio. Et il y a même des études qui disent que quand les gens sont très en phase dans une communication, il y a une sorte de synchronisation. Alors, je ne suis pas une spécialiste, donc je vous dis quelque chose d'un peu gloubi-boulga. Synchronisation des neurones miroirs qui font qu'ils se comprennent et ils se synchronisent. Bon, et ça, on l'a. Vous voyez, quand vous avez une discussion one-to-one et vous dites « Ah, on s'est compris, on est en phase ». Parce que, manifestement, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau des deux personnes qui sont en communication en présentiel et que vous n'aurez pas en distanciel, même si vous faites ça en visio. Je ne sais pas comment rebondir, c'était très clair, très concis. Peut-être Yannick, vous, sur le sujet justement du surdigital, qui accompagnait aussi beaucoup... Nous, c'est vrai qu'on a un parti pris qui est de dire... comment on utilise au mieux l'outil digital dans toutes les situations où c'est possible. Je pense que la Zoom fatigue, elle a toujours existé dans la réunionite d'avant. Donc, c'est-à-dire, après 8 heures d'enchaînement de réunions, on avait un cerveau qui était farci. Aujourd'hui, on a pareil en Zoom. Donc, c'est peut-être un peu plus désagréable parce qu'il y a peut-être moins les pauses, les petits cafés intermédiaires, etc. Mais en réalité, je pense que là, on a une manière de gérer, en l'occurrence, les temps de réunion et leur longueur. Parce que le digital et la période Covid a beaucoup amené. On a vu pas mal d'entreprises enlever les réunions à rallonge de 3-4 heures qui étaient interminables pour mieux prendre conscience du temps de réunion. Et je pense que ça a aidé ce côté Zoom fatigue de se dire comment finalement on vient calibrer la durée des réunions pour en faire quelque chose de réellement utile. Et après, le deuxième point, je rejoins complètement ce que vous dites, Anne.
C'est qu'on pourrait partir du principe qu'une fois les outils déployés, une fois que les personnes ont compris comment les fonctionnalités agissaient, comment créer un sous-groupe par exemple dans un outil de visioconférence ou de classe virtuelle, en fait ça ne suffit pas sur comment j'utilise ça concrètement dans mon quotidien. Dans quel type de réunion je peux utiliser les sous-groupes. Je suis très d'accord avec vous David, aujourd'hui c'est intéressant, dans le learning les sous-groupes ultra utilisés, dans le reste de l'entreprise, très peu. Et c'est fort dommage, parce que d'un point de vue capacité à collaborer ensemble, à faire des événements de cohésion, c'est extrêmement pratique. Donc en fait, il y a tout un accompagnement à faire pour amener les managers et leurs collaborateurs à se demander les outils, dans quel contexte je peux vraiment les optimiser, à quel moment il faut envoyer un team, à quel moment il faut envoyer un mail, à quel moment il faut appeler directement la personne. Tout ça, c'est pas trivial. Et surtout, je pense qu'il faut une homogénéité dans l'entreprise. Il faut que ce soit assez prédictible. Et donc, c'est là que les services L&D ont tout leur rôle à jouer pour accompagner ce changement dans la durée. Oui, mais c'est plus que la L&D, c'est vraiment de la transformation, parce que la L&D ne peut pas porter ses décisions pour toute l'organisation. C'est peut-être ce que j'avais envie de partager, une bonne pratique, quelque chose qui était très sympa, qui s'est passé chez Avril sur ce sujet de la sur-digitalisation. C'est un petit groupe de collaborateurs qui ont fait des scénettes, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, en effet, je m'envoie un mail à la personne d'à côté, etc. Bon, ils ont fait ça, ils étaient déguisés, etc. Ça a une viralité de dingue. Et en fait, c'est comme ça qu'on change une culture. En fait, c'est les gens par les gens, avec les gens, versus le L&D. Enfin, c'est sûr que voilà, ça a eu un impact de dingue, en tout cas. Voilà. Je m'en rappelle de cette petite vidéo dont vous m'aviez parlé, qui était effectivement un exemple assez sympa. Notre conférence est presque finie. Je pense qu'on a déjà eu pas mal de points. Ce qui me paraît très important, effectivement, c'est toujours cette adaptabilité. Et on a un peu conclu là-dessus. Presque le point le plus important, se poser la question de ce qu'on fait en présentiel, de ce qu'on fait en distanciel, c'est un des éléments clés. On va passer rapidement, on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais sur les questions du public, on en avait une notamment qu'on avait mis en avant. Avez-vous adapté les espaces présentiels avec l'hybride ou pas encore, et ce sera la prochaine étape? David? Alors, oui, c'est le cas. Et moi, j'ai tendance à dire avec des... On l'a fait, on est en train de le faire. Donc en fait, concrètement, ça signifie beaucoup plus d'espace consacré au collectif. Donc on finit par trouver des environnements qui sont presque proches de la maison, donc avec un côté plus convivial, etc. Bon, la difficulté par rapport à ça, c'est que il ne faut pas se dire... Quand j'ai besoin de me concentrer, je vais à la maison. Quand j'ai besoin de collaborer, je vais au bureau. Parce que ça c'est une très mauvaise idée. La créativité, elle va venir de de lien entre la concentration individuelle et le moment où je vais pouvoir plonger dans le collectif. Puis tout le monde ne peut pas se concentrer à la maison, on n'a pas l'appartement pour, etc. Bon, ça c'est un point. Je pense que par rapport à ça, on baigne, si je peux me permettre, je trouve je peux le dire aussi, on baigne dans la contradiction. Parce que à la fois nous, on pousse à ce que à donner envie de revenir au présentiel, mais je connais un dirigeant assez haut niveau qui voulait faire une journée au moins tous les 15 jours, tout le monde là, et puis comme les coefficients sont à 0,7 parce que ça a été redimensionné, donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on cherche à gagner sur tous les tableaux. Quand je dis à 0,7, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors oui, on redesign. Des fois, j'ai tendance à dire qu'il faudrait qu'on dimensionne au bon niveau pour pouvoir être cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que la redéfinition des espaces de travail, alors je ne sais pas comment vous travaillez dessus là-dessus, mais je pense il faut quand même y réfléchir à deux fois dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on crée? Parce que l'enjeu est très important là. On crée des espaces dans lesquels les gens n'ont même plus de nom sur la porte. Alors, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, de toute façon, c'est tout pareil. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut que je définisse mon identité par rapport à un territoire qui est devant sur ma porte? Donc, il faut redéfinir ça, ok. Mais voilà, c'est comment le fait d'avoir un bureau, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, il y a quelque chose de l'entreprise qui m'appartient. Et ça, c'est vraiment, pour les sociologues qui sont là, c'est Renaud Saint-Soliau, l'identité au travail. On en est revenu à ça. Et je pense que ce livre a été oublié. Il y a un point qui est très important qui est mon identité au travail et qu'est-ce qu'il m'appartient du travail et du lieu dans lequel je suis. Et je pense qu'on a banalisé ça. Alors, on n'a plus trop de temps, mais je pense que
Vous finissez sur une question ouverte, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on pourrait encore évoquer effectivement, et la place du collaborateur au travail, néanmoins on n'a plus trop de temps. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette conférence, je vous remercie tous les 5 pour tous vos éclairages, et puis écoutez, je vous souhaite un bon reste de journée. Il y a encore beaucoup de conférences extrêmement intéressantes qui vont se dérouler sur cette journée, sur cette 7e édition de YouSpring. Merci à tous. Merci.